la macro à la micro, ce sont les deux nutriments fondamentaux des marchés et des investisseurs. Julie Jourdan est à mes côtés en plateau pour parler notamment des résultats aux États-Unis. Gérante action américaine chez Amplegest. Bonjour et bienvenue Julie. Attaquons directement avec les résultats dans la tech qui commencent cette semaine. Microsoft, dans le groupe des GAFAM, a publié hier soir ses résultats. Alors qui ont été accueillis en deux temps. Les résultats, visiblement, ont un premier effet de soulagement chez les investisseurs, et puis la prévision d'un ralentissement continu, futur, des activités en forte croissance dans le cloud ont refroidi un peu plus le marché, et on attend donc une ouverture en baisse peut-être d'1% pour le titre Microsoft. Qu'est-ce qu'on retient de cette publication et des messages envoyés par le management, Julie ? Alors ce qu'il faut retenir, c'est que Microsoft, c'est vraiment un bon indicateur sur plein de pans en fait de la digitalisation. Donc c'est vraiment très intéressant de regarder ça dans le détail. La première chose, la plus évidente, c'est ce qui se passe sur le cloud. Donc sur le cloud, on avait déjà entamé une décélération ces derniers mois qui avait été confirmée par les concurrents. Et là, ce que l'on voit, c'est que on a une bonne surprise sur ce trimestre avec une croissance qui dépasse, comme vous le disiez très justement, 30%, puisqu'on est à 38%. Ouais. Mais dans le même temps, on a un management qui dit attention, en fait, les entreprises sont dans un environnement sont très prudentes et elles essayent d'optimiser leur utilisation du cloud, et on s'attend à une décélération. Donc la tendance, elle est là. Elle se poursuit et elle risque de se poursuivre sur l'année. Croissance mid-30s, il dit, au milieu de 30%. Quoi. On va décélérer, ils disent, de 4-5% sur le prochain trimestre. Donc on sera effectivement autour de 35%, un petit peu moins. Donc ça, c'est quelque chose, on reste sur des niveaux de croissance élevés, mais ça décélère. Donc effectivement, il va falloir surveiller ce qui se passe chez Amazon, chez Google, qui vont publier également très prochainement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de voir qu'effectivement, le management est beaucoup plus prudent dans son discours et dit finalement, pour digérer en fait cette phase post-pandémie, il va peut-être falloir encore un an. Et ça, on le voit sur les autres activités aussi, puisqu'on voit que sur la partie PC et sur la partie gaming, eh ben, on a des décélérations qui continuent d'être très fortes. C'est pas des surprises, hein. On savait que ça allait être en baisse, mais ça vient confirmer que ces tendances fortes se poursuivent et qu'il faut être toujours vigilant. Donc voilà. Donc ces résultats nous donnent finalement cette vision que ça va bien parce que c'est Microsoft, donc on continue d'avoir des ventes qui sont quand même en hausse de 2% et qui sont relativement rassurantes. Il n'y a pas de sujet, mais on est sur des niveaux de croissance inférieurs à ce qu'on a pu connaître avant. Si les clients de Microsoft sont dans une logique d'optimisation, Microsoft elle-même, en tant qu'entreprise, est aussi dans une logique de rationalisation, comme l'ensemble des grands groupes technologiques. Il y a presque une... Alors, c'est un peu dur de dire ça, mais une course ou une surenchère à la restructuration qui passe notamment par des plans de départ et des plans de licenciement. D'ailleurs, Satya Nadella, il l'a dit, quand il annonce les licenciements chez Microsoft, il dit oui, effectivement, pendant 2 ans, on a peut-être vu les choses un peu trop en rose et on a peut-être eu tendance à extrapoler des tendances Covid qui, effectivement, n'étaient que des tendances Covid. Du point de vue de l'investisseur, alors évidemment... on n'a jamais vu ces grands groupes licenciés, en tout cas dans la période moderne, j'ai envie de dire, même si ces groupes-là se sont déjà réinventés plusieurs fois pour certains d'entre eux. En tant qu'investisseur, est-ce que vous êtes rassuré sur le fait que justement ces groupes-là sont capables aussi de se mettre en ordre de marche, peut-être avec une allocation un peu plus rationnelle de leurs ressources, une recherche de productivité qui a été peut-être un peu perdue aussi à un moment quand on a doubler ses effectifs en quelques années pour certains d'entre eux? Ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, les données, évidemment, on les voit a posteriori, mais ce que l'on voit, c'est qu'aujourd'hui, le secteur qui a augmenté le plus proportionnellement, le nombre de ses employés, c'est effectivement la technologie. Et c'est vrai qu'on est à peu près
entre 5 et 6% au-dessus des niveaux de 2020. Donc effectivement, on a eu une accélération extraordinaire qui a été portée par, je dirais, l'envie d'accélérer dans tout ce qui était intelligence artificielle, le besoin de recruter les meilleurs, que c'était pour Meta, pour Google. Guerre des talents, bien sûr aussi. De capter les ingénieurs, les acteurs les plus, les plus adéquates pour développer ces nouvelles technologies. Et puis, on se retrouve maintenant, 2 ans plus tard, à avoir effectivement une forme de normalisation, de retour les pieds un petit peu plus sur terre, parce que le contexte économique est ce qu'il est, parce que, comme vous le disiez, il faut digérer en fait finalement ce qui s'est passé post-pandémie. Et donc, effectivement, il y a une forme de normalisation. Mais quand on regarde, d'autres secteurs sont encore, eux, pour le coup, en retard par rapport à la période pré-pandémie. C'est le cas de la restauration, de l'hôtellerie. Et donc, quand on regarde, on voit bien qu'il y a toujours des pénuries d'emplois. Et on le voit bien aux États-Unis quand on voit le taux de chômage qui continue d'être extrêmement faible, ou quand on voit les créations d'emplois qui continuent d'être très fortes. On était sur le mois dernier 233 000 créations d'emplois. On peut se dire c'est la plus faible depuis longtemps, mais quand on regarde, c'était au-dessus de la moyenne pré-pandémie. Donc on reste sur des niveaux très forts. C'est plus que les suppressions d'emplois dans la tech américaine annoncées à date, à ce jour. Exactement. Donc je pense qu'effectivement, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une forme de normalisation des choses. On verra effectivement si ces licenciements sont annonciateurs d'autres choses, parce que c'est toujours un peu la question. C'est la question. Est-ce que c'est l'indicateur avancé d'une détérioration plus générale? Mais vous dites qu'il y a quand même des secteurs qui, eux, sont vraiment dans des pénuries de main-d'œuvre et d'offres de travail plutôt que dans des surcapacités. Donc, effectivement, c'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est que d'un côté, la technologie avait peut-être surinvesti dans les ressources humaines, d'autres secteurs sont toujours en recherche. Et ce qui est très intéressant maintenant de regarder, c'est de regarder ce qui se passe sur l'emploi temporaire. Et c'est plutôt là qu'il faudra regarder pour les tendances, effectivement, de l'emploi. Et sur l'emploi temporaire, ce que l'on voit, c'est qu'il y a effectivement une dégradation récemment de cet emploi temporaire, avec des PME qui, elles, continuent de recruter essentiellement aux États-Unis parce qu'elles veulent capter des talents et elles veulent les garder parce qu'elles ont eu tellement de difficultés à recruter. Mais en revanche, l'emploi temporaire qui s'affaiblit un petit peu. Alors, est-ce que c'est parce que les gens sont embauchés dans des contrats, je dirais, plus durables, ou est-ce que c'est annonciateur? Ça, on verra dans la durée. Aujourd'hui, l'emploi reste très très fort aux États-Unis. On peut imaginer que dans certains secteurs, justement, ceux qui sont en pénurie, en recherche permanente de main-d'œuvre, la fonction de réaction des entreprises américaines a changé. Julie, on était habitué, surtout vu d'Europe et vu de France, à voir cette flexibilité du marché du travail américain spectaculaire. Au moindre vent qui tourne, boum, on coupe, mais on est capable de reprendre aussi très vite quand les vents sont plus porteurs. Est-ce que là, on peut avoir peut-être des effets décalé, un peu plus fort? Alors on voit que dans les secteurs là aussi, quand on voit la très grande réactivité en fait du secteur financier ou de la technologie, où il y a effectivement toutes ces annonces majeures, etc. En revanche, effectivement, dans un certain nombre de secteurs qui sont toujours très tendus en termes d'emploi, là, effectivement, il y a cette volonté de garder ces employés, quitte à attendre un petit peu s'il y a une période de ralentissement. On verra dans la durée si ça se confirme. Mais aujourd'hui, toujours une grande réactivité sur les secteurs les plus pénalisés, mais effectivement, un petit changement d'état d'esprit sur certains autres. Bon. Je reviens sur Microsoft. Bon, il y a le ralentissement effectivement encore du cloud. On suivra les messages d'Amazon, de Google dans ce domaine-là également. Il y a aussi l'investissement dans l'avenir. Et donc l'avenir pour Microsoft, c'est l'intelligence artificielle à travers OpenAI et ChatGPT. On parle d'investissement. Alors pour Microsoft, c'est plusieurs milliards de dollars. Ça reste des investissements mesurés par rapport à la taille de l'entreprise Microsoft. Est-ce que ça vous paraît être une bonne allocation des ressources, notamment par rapport à l'expérience Meta, qui a été plutôt très mal reçue par le marché? C'est-à-dire que l'idée que le métaverse allait devenir le cœur d'activité de anciennement Facebook, ça n'a pas pour l'instant permis de rallumer la flamme. Est-ce que là, les choses sont différentes?
Alors, on a des stratégies et des dirigeants qui sont très différents hein, dans les deux cas. Nous sommes investisseurs dans Microsoft, pas dans Meta. Mais ce que l'on voit, c'est que Microsoft, dans sa vision, en tout cas dans la vision qu'ils veulent délivrer et qu'ils continuent de délivrer, c'est de dire, voilà, nous, on a un carnet de route. Ce carnet de route, c'est de continuer à offrir des services toujours plus innovants. Et dans ce cadre-là, ils font un investissement, comme vous le disiez, qui est assez modeste au regard de leurs réserves de cash. Alors, c'est énorme. Parce que c'est dingue, milliards, mais oui. ça reste très, très modeste. Donc, effectivement, voilà, ils font cet investissement. Est-ce qu'il sera payant? Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que c'est un buzzword? Ça, aujourd'hui, on n'a pas du tout de visibilité là-dessus. Ce que l'on voit, c'est qu'au regard de la taille de la société, au regard du chiffre d'affaires de la société et de leur capacité de financement, c'est quelque chose qui semble tout à fait raisonnable. Même en cas d'échec, ça ne met pas l'entreprise en péril. Ça ne met pas l'entreprise en péril. En ce qui concerne Meta, on a une société qui fait un pari très ambitieux. Et c'est extrêmement ambitieux, qui remet en cause en fait la nature même de son business model à moyen terme. Mais néanmoins, et je pense que c'est là aussi sans doute qu'il y a cet attrait de certains investisseurs et au contraire ce retrait d'autres qui est de dire aujourd'hui ça nous donne plus de visibilité sur l'activité. C'est un changement de modèle. C'est un changement de modèle. Alors que pour Microsoft, il y a une forme de continuité par rapport à la stratégie indiquée au marché, aux investisseurs. En matière d'investissement, alors vous gérez la stratégie action américaine chez Amplégest à travers le prisme du pricing power. Julie, pour cet univers et ce thème du pricing power, qu'est-ce que vous voyez comme opportunité aujourd'hui dans ce marché américain? Alors dans le marché américain, il y a beaucoup d'opportunités dans le pricing power puisqu'on a un certain nombre d'industries qui, par essence, en fait, de par leur caractère assez unique, je reprends par exemple un acteur comme Microsoft où on voit bien que malgré le fait qu'il y ait une concurrence, on a finalement sur le cloud, on a une concurrence qui est relativement modérée et une demande qui est extrêmement forte. On voit qu'il y a beaucoup d'acteurs innovants qui peuvent avoir du pricing power. Aujourd'hui, dans une situation, et vous le disiez précédemment avec l'économiste, finalement qui est assez incertaine. On se dit que le scénario du pire n'est sans doute pas le plus probable, mais à ce stade, on sait qu'on est dans une phase de ralentissement dont on ne mesure pas complètement l'amplitude. Donc dans ce contexte-là, nous, chez Amplégest, dans la stratégie Pricing Power, on s'attache non seulement à sélectionner des valeurs de qualité, mais surtout à regarder en fait des situations qui permettent d'être à la fois résilientes dans un environnement qui est incertain, mais aussi éventuellement de capter ou de gagner des parts de marché si effectivement on avait un environnement qui était plus difficile. Donc typiquement, alors on va avoir effectivement dans les gaz industriels, qui est également une structure un peu oligopolistique, on va privilégier ce type d'acteurs, ou sinon effectivement dans la technologie, il y a certains acteurs qui sont aujourd'hui relativement attractifs parce qu'on a eu un marché l'année dernière qui a été extrêmement difficile. Microsoft en fait partie, comme je le disais, on est investisseur, je ne fais pas de recommandations là-dessus, mais il n'empêche qu'effectivement, on a des acteurs dans la technologie qui restent extrêmement, attractifs d'un point de vue valorisation et qui ont une très belle visibilité dans leur carnet de commandes. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, le pricing power aux États-Unis, on va chercher des oligopoles, des sociétés également qui seraient portées par des politiques publiques assez fortes. On a vu l'IRA qui est une politique majeure et donc dans ce contexte-là, là aussi, on va trouver des acteurs attractifs. Non, mais je trouve intéressant parce que ça met quand même un éclairage sur le pricing power qu'on peut trouver dans des secteurs industriels, dans des secteurs B2B. Et c'est vrai que peut-être d'être trop proche du consommateur final aujourd'hui est plus un atout, en tout cas, est plus l'atout que ça a pu être à certains moments pour certaines marques, par exemple. Je crois qu'aujourd'hui, on est en train de se rendre compte qu'après cette phase de digitalisation très forte, il y a toute une série d'investissements industriels qui ont besoin
d'être fait. Il y a une phase d'innovation aussi qui se fait à la fois et d'expansion, de normalisation du cycle, notamment dans tout ce qui est aéronautique également, qui sont des vents très porteurs en fait pour le pricing power, puisque dans les industriels, comme vous le disiez, on a beaucoup d'acteurs qui sont des acteurs de niche, qui sont très experts dans un domaine et qui, de ce fait, en fait, vont avoir une visibilité et des carnets de commandes plutôt protégés dans ce contexte-là. L'exemple du jour en Europe, c'est un acteur comme ASML, donc dans la chaîne des équipements pour la fabrication de semi-conducteurs, carnet de commandes record, avec plus de 40 milliards d'euros de commandes en stock pour un acteur comme ASML aujourd'hui, qui continue de nous dire qu'il a du mal à servir la demande. Voilà où on en est. L'enjeu d'aujourd'hui, toujours. Ah, mais complètement. Répondre à la demande après les problèmes de supply chain. Merci beaucoup Julie. Julie Jourdan qui était avec nous, gérante action américaine chez Amplegest, invitée de cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.